Pour le 8e anniversaire de mon fils, ma belle-mère est arrivée avec un gâteau où il était écrit « Dommage que tu existes ». Elle l'a posé devant tous ses amis et a dit « L'honnêteté est importante ». Mon fils a couru dans sa chambre et n'en est pas sorti pendant 2 jours. Je ne l'ai pas confronté. 3 jours plus tard, ce que j'ai fait a rendu ma belle-mère pâle. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. 3 jours après que ma belle-mère a fait pleurer mon fils de 8 ans devant tous ses amis, je suis entré chez elle pendant qu'elle recevait son groupe de prière. 12 femmes étaient assises dans son salon, buvant du café et parlant d'œuvres de charité. Elles ont toutes levé les yeux quand je suis passé la porte. Le visage de ma belle-mère est devenu complètement blanc quand elle a vu ce que je tenais. Et j'ai besoin que vous compreniez quelque chose avant que je vous raconte ce qui s'est passé ensuite. Je le referai. Je le referai 100 fois, car certaines personnes ne comprennent pas les mots. Elles ne comprennent que les conséquences. Je m'appelle Karen. J'ai 34 ans et je suis ergothérapeute pédiatrique. Je passe mes journées à aider des enfants ayant des retards de développement à apprendre à tenir des crayons, à boutonner leurs chemises et à naviguer dans un monde qui n'a pas été conçu pour eux. Je suis patiente de nature. J'ai été élevée pour être polie, pour maintenir la paix, pour sourire malgré l'inconfort, car faire une scène était considéré comme pire que de souffrir en silence. Ma tante Greta, la femme qui m'a élevée après la mort de mes parents quand j'avais 12 ans, me disait que ma gentillesse était à la fois ma plus grande force et ma plus grande faiblesse. Elle disait, « Karen, un jour tu devras décider si tu veux être gentille ou si tu veux être respectée, parce que parfois, tu ne peux pas être les deux. » Je n'ai compris ce qu'elle voulait dire que lorsque je me suis marié dans la famille Bellamy. Le prénom de mon mari est Declan. Il a 36 ans, c'est un ingénieur civil qui construit des ponts pour gagner sa vie. C'est un homme bien à bien des égards. Il entraîne l'équipe de baseball de notre fils. Il prépare des crêpes tous les samedis matins. Il me dit qu'il m'aime avant de s'endormir chaque nuit. Mais Declan a un angle mort, et cet angle mort, c'est sa mère. Elle s'appelle Vivien Bellamy. Elle a 67 ans, c'est une ancienne experte en sinistre d'assurance qui a passé 30 ans à trouver des raisons de refuser aux gens l'aide dont ils avaient besoin. J'aurais dû y voir un signe avant-coureur. Vivien est le genre de femme qui entre dans une pièce et s'attend à ce que tout le monde s'adapte à son confort. Elle est la matriarche de la famille Bellamy, et elle la dirige par la culpabilité, la manipulation et la menace silencieuse de la désapprobation. Ses enfants, Declan et sa sœur aînée, Laurine, ont passé toute leur vie à essayer de gagner son approbation. Ils n'y sont jamais vraiment parvenus. Personne n'y arrive avec Vivien. C'est ainsi qu'elle garde le contrôle. Dès l'instant où Declan m'a présenté à sa mère, elle a été claire sur une chose, je n'étais pas assez bien pour son fils. J'ai grandi dans une petite ville de l'Ohio. Mon père travaillait dans une quincaillerie. Ma mère était secrétaire d'école. Ils sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 12 ans, et ma tante Greta m'a recueilli et m'a élevé avec amour, mais pas avec de l'argent. Pour Vivien, j'étais une moins que rien, sans importance, et son fils avait commis une terrible erreur en me choisissant. Lors de notre 2e rendez-vous, Vivien a appelé le téléphone de Declan. J'ai répondu parce qu'il était aux toilettes. Quand elle a entendu ma voix, elle a raccroché sans dire un mot. À notre mariage, elle portait une robe couleur crème, assez proche du blanc pour faire sensation. Elle a dit aux invités, à portée de voix de moi, « J'espère juste qu'il ne le regrettera pas dans 5 ans. » Je l'ai entendu. J'ai souri et je n'ai rien dit, car je voulais commencer mon mariage sur des bases pacifiques. Puis est arrivé mon fils, mon garçon magnifique, sensible et imaginatif. Il s'appelle Théo. Au moment de cette histoire, il était sur le point d'avoir 8 ans. Théo est le genre d'enfant qui remarque tout. Il remarque quand quelqu'un est triste. Il remarque quand un ami est mis de côté pendant la récréation. Il remarque que sa grand-mère fait un câlin à ses cousins, mais ne fait que lui tapoter la tête. Il sait depuis l'âge de 5 ans que Vivien le traite différemment des 2 enfants de Laurine. Il n'a simplement jamais compris pourquoi. Le jour de la naissance de Théo, Vivien est venue à l'hôpital pour rencontrer son petit-fils. Elle l'a regardé dans mes bras, ce petit être humain parfait que je venais de mettre au monde, et elle a dit, « Il a ton nez. C'est malheureux. » J'ai laissé passer parce que j'étais épuisé et dépassé et que je n'avais pas l'énergie de me battre. Declan m'a serré la main et a chuchoté, « C'est juste sa façon d'être. C'est juste sa façon d'être. » J'ai entendu cette phrase tellement de fois au cours des 8 années suivantes que cela a commencé à ressembler à une peine de prison. C'est juste sa façon d'être, lorsqu'elle donnait des cadeaux d'anniversaire élaborés à ma nièce et à mon neveu et tendait à Théo un livre d'occasion avec une couverture déchirée.
C'est juste sa façon d'être, lorsqu'elle a oublié de mettre une place pour Théo à la table des enfants à Thanksgiving. C'est juste sa façon d'être, lorsqu'elle a dit à Declan que Théo était trop fragile et pas athlétique comme les autres petits-enfants et que nous l'avions rendu faible en le couvant trop. J'ai maintenu la paix pendant 8 ans. J'ai ravalé ma colère. J'ai trouvé des excuses. Je me suis dit que Théo avait besoin d'une grand-mère, même imparfaite, et que la famille valait la peine de se battre. Je me suis dit que Vivien finirait par changer d'avis, que si j'étais juste assez patiente, assez gentille, assez arrangeante, elle finirait par nous accepter. J'avais tort. 3 jours avant la fête d'anniversaire de Théo, Declan m'a dit que sa mère voulait apporter un gâteau. J'en avais déjà commandé un à une boulangerie locale, un gâteau en forme de T-Rex, car Théo était obsédé par les dinosaures et rêvait de devenir paléontologue, mais Declan a dit que sa mère insistait. Il m'a demandé de la laisser contribuer pour qu'elle se sente impliquée. J'aurais dû dire non. J'aurais dû faire confiance au nœud dans mon estomac qui se resserrait chaque fois que le nom de Vivien était mentionné. Mais j'ai dit oui parce que j'essayais toujours de maintenir la paix. J'ai dit à Declan que le gâteau devait juste porter l'inscription « Joyeux anniversaire Théo » et rien d'autre. Il a promis qu'il le lui dirait. Il a promis. Ce qui s'est passé ensuite a brisé quelque chose chez mon fils que j'essaie toujours de réparer. Et ce que j'ai fait en réponse a tout changé. Voici cette histoire. La semaine précédant le 8e anniversaire de Théo a été l'une des plus heureuses que je lui ai vues depuis longtemps. Il se réveillait tous les matins en demandant combien de jours il restait. Il m'a aidé à accrocher des guirlandes dans le jardin. Il a fait une liste d'invités manuscrite avec 12 noms, chacun écrit avec un marqueur de couleurs différentes, car il voulait que chaque ami se sente spécial. Théo avait toujours eu des difficultés sociales. Il était plus silencieux que les autres garçons, plus intéressé par la lecture de livres sur les fossiles que par les jeux brusques dans la cour de récréation. Se faire des amis ne lui était pas facile, et les fêtes d'anniversaire avaient toujours été de petites affaires avec seulement quelques enfants du quartier. Mais cette année, c'était différent. Cette année, Théo avait enfin trouvé son groupe. Une poignée de garçons de sa classe de CE2 qui aimaient les dinosaures autant que lui. Ils échangeaient des faits à l'heure du déjeuner. Ils dessinaient des vélociraptors pendant le temps libre. Pour la première fois de sa jeune vie, mon fils avait l'impression d'appartenir à un endroit. Il voulait célébrer cela, et je voulais lui offrir la journée parfaite. J'ai passé 2 semaines à planifier chaque détail. J'ai commandé des assiettes, des tasses et des serviettes de dinosaures. J'ai acheté une pinata en forme de tricératops. J'ai mis en place une fouille de fossiles dans le bac à sable où les enfants pouvaient déterrer des os en plastique enfouis dans la terre. J'ai accroché une bannière sur la clôture arrière qui disait « Joyeux 8e anniversaire Théo » en lettres vert vif. J'ai fait tout cela moi-même parce que je voulais que ce soit exactement comme il fallait. Je voulais que mon fils se sente aimé, célébré et vu. Declan aidait où il pouvait, mais il travaillait de longues heures sur un projet de pont à 2 villes de distance. La plupart des soirs, il rentrait épuisé, dînait et s'endormait sur le canapé. Je ne lui en voulais pas. C'était juste notre vie pendant les périodes chargées. Mais cela signifiait que lorsque sa mère a appelé et a demandé à contribuer à la fête, c'est Declan qui a dit oui sans me consulter d'abord. Il m'en a parlé un mardi soir, 4 jours avant la fête. J'étais en train de glacer des cupcakes sur le comptoir de la cuisine quand il est entré et a dit « Ma mère veut apporter un gâteau ». J'ai posé la spatule. J'ai déjà commandé un gâteau, celui en T-Rex, de la boulangerie Henderson. Théo l'a choisi lui-même. Declan a haussé les épaules. Elle sait, mais elle veut en apporter un aussi. Elle a dit que ça lui donnerait l'impression de faire partie de la fête. Quelque chose s'est resserré dans ma poitrine. Vivien n'avait jamais fait le moindre effort pour faire partie des célébrations de Théo. L'année dernière, elle est arrivée avec 1 heure de retard et est partie avant que nous chantions « Joyeux anniversaire ». L'année précédente, elle avait complètement oublié son anniversaire et lui avait envoyé une carte 2 semaines plus tard avec un billet de 5 $ à l'intérieur. Pas de mots, pas d'excuses, juste un billet froissé et une carte générique qui disait « Joyeux anniversaire, petit-fils » en texte imprimé. Declan, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il s'est approché et m'a embrassé le front. Allez, Karen. Elle essaie. Laisse-la essayer. Je voulais argumenter. Je voulais énumérer chaque fois où Vivien avait déçu Théo. Chaque commentaire cruel, chaque regard de mépris. Mais Declan avait cette expression sur son visage, celle qui disait qu'il était fatigué et qu'il ne voulait pas se battre à propos de sa mère à nouveau. Nous nous étions battus à son sujet tant de fois au fil des ans. À propos de la façon dont elle traitait Théo.
À propos de la façon dont elle me traitait. À propos du fait qu'il ne lui tenait jamais tête, ne fixait jamais de limites, ne nous choisissait jamais nous plutôt que ses sentiments. Chaque dispute se terminait de la même manière. Deux clans promettaient de lui parler. Vivien se comportait légèrement mieux pendant quelques semaines, puis tout revenait à la normale. J'étais épuisé, moi aussi, alors j'ai cédé. D'accord, j'ai dit. Mais le gâteau doit dire « Joyeux anniversaire Théo ». Rien d'autre. Pas de commentaires, pas de message détourné, juste un gâteau d'anniversaire normal. Declan a hoché la tête. Je vais lui dire. Tout ira bien. Tout ira bien. Ces trois mots ont résonné dans ma tête pendant le reste de la semaine. Je me les suis répétés pendant que je gonflais des ballons. Je me les suis répétés pendant que j'emballais des cadeaux. Je me les suis répétés le samedi matin quand je me suis levé avant l'aube pour préparer le jardin pour la fête. Tout ira bien. Elle se comportera bien. Juste cette fois, elle fera passer Théo en premier. Le matin de la fête, Théo est descendu dans son t-shirt de dinosaure préféré. Il était vert avec un T-Rex de dessin animé sur le devant et les mots « Roar veut dire je t'aime » imprimés en dessous. Il l'avait choisi lui-même au centre commercial 3 semaines plus tôt. Il m'a dit qu'il voulait le porter pour que ses amis sachent qu'il était sérieux à propos des dinosaures. Je me suis agenouillé, j'ai redressé son col et je lui ai dit que ce serait le meilleur anniversaire de tous les temps. Il m'a souri de tout son visage, comme seuls les enfants peuvent sourire, et a dit « Je sais, maman, parce que c'est toi qui l'as organisé ». 12 enfants sont arrivés entre midi et 12h30, le jardin s'est rempli de rires, de cris et du bruit des baskets martelant l'herbe. Théo courait d'ami en ami, montrant la fouille de fossiles, expliquant à quel dinosaure appartenait chaque os en plastique. Ses joues étaient rouges d'excitation, ses yeux brillaient. Je me tenais près de la table des collations et je l'observais. Et j'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. C'était ce qu'il méritait. C'était ce que j'avais voulu pour lui depuis le jour de sa naissance. Un moment où il se sentirait complètement, parfaitement heureux. Vivien est arrivée à 13h15. Elle avait 45 minutes de retard. Elle est passée par le portail latéral portant une grande boîte à gâteaux rectangulaire et elle souriait. Pas un sourire chaleureux, pas un sourire de grand-mère à une fête d'anniversaire. C'était le genre de sourire que j'avais déjà vu sur son visage, généralement juste avant qu'elle dise quelque chose de méchant en prétendant que c'était une blague. J'aurais dû l'arrêter là. J'aurais dû lui prendre la boîte des mains et vérifier ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais je ne l'ai pas fait, car même après 8 ans, une partie de moi croyait encore qu'elle pourrait me surprendre. Elle ne l'a jamais fait. Vivien est passée devant moi sans dire bonjour. Elle n'a pas tenu compte des décorations, ni des enfants, ni de l'effort que j'avais mis pour rendre cette journée spéciale. Elle est allée droit vers la table des desserts où le gâteau T-Rex de la boulangerie Henderson attendait que les bougies soient allumées. Elle a posé sa boîte à gâteaux à côté et s'est tournée vers le jardin rempli d'enfants. « Tout le monde se rassemble », a-t-elle crié d'une voix qui portait à travers la cour. J'ai apporté un gâteau spécial pour le roi de la fête. Les enfants ont arrêté ce qu'ils faisaient. Les parents ont levé les yeux de leur conversation. Théo est arrivé en courant du bac à sable, les mains encore couvertes de terre, le visage illuminé par la curiosité. J'ai regardé de l'autre côté de la cour pendant que Vivien soulevait le couvercle de la boîte à gâteaux avec panache, comme si elle présentait un cadeau. Le gâteau à l'intérieur était blanc avec un glaçage bleu pâle. C'était simple et élégant, le genre de gâteau qu'on pourrait voir à une baby shower ou à une fête de départ à la retraite, mais c'est l'inscription qui m'a glacé le sang. En lettres cursives soignées sur le dessus, le gâteau disait « Désolé que tu existes ». Pendant un instant, personne n'a bougé. La cour est devenue complètement silencieuse. Je pouvais entendre des oiseaux gazouiller dans l'arbre du voisin. Je pouvais entendre le léger bruit d'une tondeuse à gazon quelque part dans la rue. Mais dans notre jardin, il n'y avait rien. Juste 12 enfants fixant un gâteau qu'ils ne comprenaient pas et une grand-mère souriant comme si elle venait de faire le plus beau cadeau du monde. Théo s'est approché de la table. Il souriait toujours, s'attendant toujours à quelque chose de merveilleux, car pourquoi pas? C'était son anniversaire. Sa grand-mère lui avait apporté un gâteau. Il a remué les lèvres en déchiffrant les mots comme il le faisait quand il lisait quelque chose de nouveau. J'ai regardé son expression changer en temps réel. Le sourire s'est estompé. Ses sourcils se sont froncés. Sa lèvre inférieure a commencé à trembler. Vivien a parlé avant que quiconque ne puisse réagir. Je crois que l'honnêteté est importante, a-t-elle dit fort, s'assurant que chaque parent dans ce jardin pouvait l'entendre. Quelqu'un devait dire ce que nous pensons tous. Théo a levé les yeux vers elle.
Puis il m'a regardé. Ses yeux étaient humides et son visage s'était décomposé en quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. C'était de la confusion, de la blessure et de la honte, tout mêlé. Il n'a pas dit un mot. Il s'est simplement retourné et a couru dans la maison. J'ai entendu la porte arrière claquer. J'ai entendu ses pas marteler les escaliers. J'ai entendu la porte de sa chambre se fermer avec une force qui a fait trembler le couloir. Le silence dans le jardin a duré encore 3 secondes. Puis tout s'est passé en même temps. Les parents ont commencé à rassembler leurs enfants. J'ai entendu des murmures et des chuchotements et le bruit de pieds traînants. Une mère, une femme nommée Déborah, dont le fils était dans la classe de Théo, est passée devant moi, la main sur l'épaule de son garçon. Elle s'est penchée et a chuchoté « Je suis tellement désolée, Karen ». Puis elle est partie. Je suis resté figé au milieu de mon propre jardin, regardant la fête que j'avais passé 2 semaines à planifier s'écrouler en moins d'1 minute. 2 clans se tenaient près du barbecue, la bouche ouverte. Il a regardé sa mère. Il m'a regardé. Il n'a rien dit. Vivien est restée à la table des desserts. Elle a pris un bâtonnet de carottes dans le plateau de légumes et l'a croqué comme si rien ne s'était passé. Quand elle a remarqué que je la fixais, elle a levé un sourcil. « Quoi ? Le garçon a besoin de s'endurcir. Tu l'as rendu faible en le couvant. Je t'ai rendu service. » Mes mains tremblaient. Ma voix est sortie mal assurée quand j'ai finalement parlé. « Pourquoi as-tu fait ça ? Pourquoi dirais-tu cela à un enfant, à ton propre petit-fils ?» Vivien a soupiré comme si j'étais dramatique. « Il est trop sensible, Karen. C'est de ta faute. Si tu l'avais élevé correctement, une petite blague ne l'enverrait pas courir dans sa chambre. » Une blague. Elle a appelé ça une blague. J'ai regardé le gâteau posé sur la table, ces 3 mots me fixant avec le glaçage bleu, et j'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Ce n'était pas une blague. C'était de la cruauté conçue et livrée avec précision. Elle avait planifié cela. Elle avait commandé ce gâteau, conduit jusqu'à chez moi, et l'avait présenté à un enfant devant tous ceux qu'il voulait impressionner. Ce n'était pas un accident. C'était une punition. À 13h45, tous les invités étaient partis. Le jardin était vide. Les guirlandes pendaient mollement de la clôture. La piñata se balançait doucement dans la brise, intacte. Des assiettes de nourriture non consommée reposaient sur des tables entourées de chaises vides. J'ai traversé la maison et j'ai monté les escaliers jusqu'à la chambre de Théo. J'ai frappé à sa porte et appelé son nom, mais il n'a pas répondu. J'ai essayé la poignée, mais il l'avait verrouillée de l'intérieur. « Théo, mon cœur, s'il te plaît, ouvre la porte. » Sa voix est venue, petite et brisée. « Je ne veux pas parler, maman. S'il te plaît, va-t'en. » J'ai pressé mon front contre sa porte et j'ai fermé les yeux. Je pouvais l'entendre pleurer de l'autre côté. Mon fils de 8 ans, le jour de son anniversaire, sanglotant seul dans sa chambre parce que sa grand-mère lui avait dit que le monde serait meilleur s'il n'existait pas. Je suis resté là pendant 10 minutes à l'écouter pleurer, et j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. La partie de moi qui avait passé 8 ans à maintenir la paix, à trouver des excuses et à espérer un changement est devenue silencieuse. Quelque chose de plus dur a pris sa place. Théo n'est pas sorti de sa chambre cette nuit-là. Il n'est pas sorti le lendemain non plus. Pendant 2 jours complets, mon fils est resté dans sa chambre, la porte verrouillée. Il ne sortait que pour utiliser la salle de bain. Il a refusé de manger à table. Quand je lui apportais à manger, il me demandait de le laisser devant sa porte. Il ne voulait voir personne. Il ne voulait pas parler de ce qui s'était passé. Il voulait juste disparaître. Et la femme qui lui avait fait ça ne s'est jamais excusée. Elle n'a même jamais reconnu qu'elle avait fait quoi que ce soit de mal. La 2e nuit après la fête, j'étais assise dans mon salon à 2 heures du matin pendant que le reste de la maison dormait. La télévision était éteinte. Les lumières étaient faibles. Je tenais mon téléphone dans mes mains et je faisais défiler des photos de la fête. Celles que j'avais prises avant que tout ne s'effondre. Théo souriant avec ses amis. Théo montrant la fouille de fossiles. Théo riant de tout son corps, complètement inconscient de ce qui allait arriver. J'ai fixé ces photos jusqu'à ce que mes yeux me brûlent et j'ai pris une décision. J'en avais fini de protéger Vivien Bellamy. Le lendemain matin, j'ai appelé Tante Greta. Elle a répondu à la 2e sonnerie, sa voix vive et alerte même s'il était à peine 7 heures. J'attendais cet appel, a-t-elle dit. Raconte-moi tout. Je lui ai tout dit. Je lui ai parlé du gâteau et des mots écrits dessus. Je lui ai parlé du discours de Vivien sur l'honnêteté. Je lui ai parlé de Théo qui a couru dans sa chambre et n'en est pas sorti pendant 2 jours.
Je lui ai parlé de Declan qui a appelé sa mère cette nuit-là et a décrit son comportement comme un peu exagéré. Je lui ai parlé du fait de me tenir devant la porte verrouillée de mon fils, de l'écouter pleurer et de me sentir complètement impuissante. Quand j'ai fini, Greta est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit, « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je ne sais pas encore, mais je ne vais pas laisser passer ça. Je ne peux pas. Bien, a-t-elle dit, car cette femme s'en sort avec sa cruauté depuis trop longtemps. Elle le fait parce que personne ne l'a jamais obligée à faire face aux conséquences. Les gens comme Vivien ne changent pas parce qu'on leur demande gentiment. Ils changent quand leur réputation est en jeu. Quand les gens qu'ils essaient d'impressionner voient qui ils sont vraiment. Cette conversation m'est restée toute la journée. J'ai pensé à ce que Greta avait dit à propos de la réputation. Vivien se souciait profondément de la façon dont les autres l'apercevaient. Elle faisait du bénévolat pour les collectes de fonds de l'église. Elle organisait des événements de quartier. Elle se présentait comme une grand-mère dévouée et un pilier de la communauté. Les femmes de son groupe de prière l'adoraient parce qu'elles ne voyaient que la version de Vivien qu'elles voulaient qu'elle voie. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle était à huis clos. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle avait fait à mon fils. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai contacté Laurine, la sœur aînée de Declan. Laurine et moi n'avions jamais été proches. Elle se tenait à distance des drames familiaux et restait fermement dans les bonnes grâces de sa mère. Mais je savais aussi que Laurine avait été témoin de choses au fil des ans. Des commentaires que Vivien faisait sur ses propres enfants. Des critiques déguisées en sollicitude. Un favoritisme qui changeait comme le sable selon qui lui plaisait sur le moment. J'ai envoyé à Laurine un message texte qui était direct et honnête. J'ai des vidéos de Théo pleurant pendant 2 jours à cause de ce que ta mère a fait. J'ai des messages de parents qui ont été témoins de la fête. Je vais m'assurer que tout le monde dans sa vie sache qui est vraiment Vivien. Tu peux soit te joindre à moi, soit rester en dehors de mon chemin. Je ne m'attendais pas à une réponse. Laurine avait passé toute sa vie à éviter les conflits avec sa mère. Mais 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré avec une réponse. Je voulais dire quelque chose depuis des années. Elle a aussi fait des choses à mes enfants. Pas aussi publiquement, mais tout aussi cruelles. De quoi as-tu besoin de moi ? J'ai demandé à Laurine des histoires. Chaque commentaire cruel que Vivien avait fait aux petits-enfants. Chaque tactique de manipulation qu'elle utilisait pour contrôler la famille. Chaque fois qu'elle avait fait sentir quelqu'un de petit et indigne. Laurine m'a envoyé une liste cette nuit-là. Elle remplissait 2 pages. La lire m'a donné la nausée, mais cela m'a aussi rendu certaine que je faisais la bonne chose. J'ai passé les 2 jours suivants à me préparer. J'ai tout tapé dans un seul document. J'ai inclus des dates, des détails et des citations directes. Je l'ai intitulé « La vérité sur Vivien Bellamy, l'héritage d'une grand-mère ». Quand j'ai fini, j'en ai imprimé 12 copies, une pour chaque femme du groupe de prière du jeudi de Vivien. Declan a remarqué que quelque chose était différent chez moi. J'étais calme d'une manière qui le rendait nerveux. Je ne pleurais pas, ne criais pas, ni ne lui demandais d'intervenir auprès de sa mère. J'étais silencieuse, concentrée et déterminée. Le mercredi soir, il m'a trouvé dans la cuisine, fixant la fenêtre sans but particulier. « Karen, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu agis bizarrement toute la semaine. » Je me suis tournée vers lui. « Je vais chez ta mère demain matin. » Son visage est devenu pâle. « Qu'est-ce que tu prévois ? » Je vais faire ce que tu n'as jamais eu le courage de faire. Je vais la tenir responsable de ses actes. Declan s'est rapproché et a baissé la voix comme s'il avait peur que quelqu'un l'entende. Karen, s'il te plaît, ne fais pas de scène. C'est toujours ma mère. Je l'ai regardé longuement. Cet homme que j'aimais depuis 10 ans. Cet homme qui avait regardé sa mère tourmenter sa femme et son fils sans jamais se mettre en travers de son chemin. Je l'aimais, mais j'étais aussi furieuse contre lui et j'en avais assez d'attendre qu'il nous protège. Et Théo est toujours ton fils, ai-je dit. Mais un seul de nous 2 semble s'en souvenir. J'ai passé devant lui et je suis allé me coucher. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, mais quand le soleil s'est levé le jeudi matin, j'étais prête. Je me suis habillée. J'ai pris la pile de documents imprimés. J'ai attrapé la boîte à gâteaux que j'avais récupérée de la boulangerie la veille, et j'ai conduit jusqu'à la maison de Vivien pour enfin lui donner ce qu'elle méritait. La maison de Vivien était une coloniale à 2 étages dans une rue calme bordée de chênes. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était censée représenter, la respectabilité, la tradition, la maison d'une femme qui avait tout fait correctement. 12 voitures étaient garées le long du trottoir et dans l'allée. Le groupe de prière du jeudi matin battait son plein.
Je pouvais entendre des rires étouffés à travers les fenêtres tandis que je marchais sur le chemin d'entrée, portant ma boîte à gâteaux dans une main et un dossier de documents glissé sous mon bras. Je n'ai pas frappé. Je suis entré directement par la porte d'entrée comme si j'étais chez moi. Le salon est devenu silencieux dès l'instant où je suis entré. 12 femmes étaient assises en cercle, tasses de café à la main, assiettes de pâtisseries équilibrées sur leurs genoux. Elles me fixaient avec confusion et curiosité. J'en reconnaissais certaines lors d'événements de quartier et de réunions de vacances. D'autres étaient des étrangères, mais elles avaient toute une chose en commun. Elles croyaient que Vivien Bellamy était une bonne femme, une mère dévouée, une grand-mère aimante. Elles étaient sur le point d'apprendre la vérité. Vivien était assise dans son fauteuil préféré près de la cheminée. Elle portait un gilet couleur crème et des boucles d'oreilles en perles, ressemblant parfaitement à l'hôtesse gracieuse. Quand elle m'a vu, son expression est passée de la surprise à l'agacement. Elle a posé sa tasse de café et a redressé sa colonne vertébrale. « Karen, c'est une réunion privée. Tout drame que tu es venu créer peut attendre plus tard. » Je me suis avancé au centre de la pièce. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge, mais mes mains étaient stables. J'avais pratiqué ce moment dans ma tête 100 fois au cours des 3 derniers jours. Je savais exactement ce que j'allais dire et exactement ce que j'allais faire. En fait, ça ne peut pas attendre, ai-je dit. Je suis ici pour rendre quelque chose qui t'appartient. J'ai posé la boîte à gâteaux sur la table basse devant elle. Chaque femme dans la pièce s'est penchée légèrement en avant, curieuse de ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai soulevé le couvercle lentement et j'ai tourné la boîte pour que tout le monde puisse voir. Le gâteau était blanc avec un glaçage bleu pâle, tout comme celui que Vivien avait apporté à la fête de mon fils. Mais cette fois, les mots écrits en cursive soignée disaient quelque chose de différent. « Désolé que tu existes, Vivien. » La pièce a halté. Une femme a porté sa main à sa bouche. Une autre a chuchoté quelque chose. Le visage de Vivien s'est vidé de toute couleur. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle avait l'air sincèrement ébranlée. « Quelle est la signification de ceci ?» a-t-elle exigé, mais sa voix avait perdu son autorité habituelle. J'ai plongé la main dans le dossier et j'ai commencé à distribuer les documents imprimés à chaque femme dans la pièce. Certaines ont pris les papiers avec hésitation. D'autres les ont saisis avec une curiosité ouverte. J'ai regardé leur visage pendant qu'elles commençaient à lire. Ceci est un résumé de la façon dont Vivien a traité ses petits-enfants au cours de la dernière décennie, ai-je dit. Il comprend des citations directes d'elle, des incidents documentés et des déclarations de sa propre fille confirmant le schéma de comportement. Une femme près de la fenêtre a levé les yeux du document, les yeux écarquillés. « Tu as dit à ton petit-fils de 8 ans que tu souhaitais qu'il ne soit jamais né ?» Vivien a bégayé. C'est complètement hors contexte. Karen a toujours été dramatique et trop sensible. Elle déforme mes mots pour me faire paraître mauvaise. J'ai sorti mon téléphone. Alors laissez-moi vous fournir un peu de contexte. J'ai appuyé sur play sur une vidéo que Laurine m'avait envoyée 2 jours plus tôt. C'était Noël, il y a 2 ans, filmé sur le téléphone de Laurine pendant ce qui était censé être un dîner de famille. Dans la vidéo, la voix de Vivien a retenti claire et nette alors qu'elle regardait directement Théo et disait « Tu es la raison pour laquelle tes parents n'ont jamais eu plus d'enfants. Ils ne pouvaient pas risquer un autre comme toi. » La pièce est devenue complètement silencieuse. La vidéo a pris fin, et j'ai remis mon téléphone dans ma poche. J'ai regardé les visages de ces femmes qui s'étaient rassemblées chez Vivien semaine après semaine, croyant savoir qui elle était. Certaines avaient l'air horrifiées, d'autres avaient l'air malades. Une femme dans le coin avait des larmes qui coulaient sur ses joues. Une femme que j'ai reconnue comme la plus vieille amie de Vivien s'est levée de sa chaise. Elle s'appelait Dorothy, et elle connaissait Vivien depuis plus de 30 ans. Elle a regardé Vivien avec une expression que je ne peux décrire que comme de la trahison. « Vivien, » a dit Dorothy doucement, « dis-moi, s'il te plaît, que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas dit ces choses à un enfant. » Vivien a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Pour une fois dans sa vie, elle n'avait pas d'excuse prête, pas de détournement.